Il y a plusieurs personnes ici à qui j'ai donné une mission. Elles l'ont demandé fortement. Et j'ai regardé, est-ce que ces personnes avaient les qualités suffisantes, la volonté suffisante pour répondre à ça? Et ceux et celles qui ont reçu ces missions, qu'ils ont prises, avaient à la fois les qualités suffisantes, pas seulement. En même temps, elles n'avaient pas les blocages. Nous parlerons tout à l'heure des blocages qui empêchent de réaliser ce qu'on projette de réaliser. Puisque nous parlons de projet, la plupart des individus ont toutes sortes de petits projets dans la vie qu'ils réussissent parfois à réaliser, quelques grands projets qu'ils réussissent à réaliser, et d'autres projets qui n'arrivent pas, ou jamais. Et certains n'arrivent jamais au bout de ce qu'ils entreprennent. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas la volonté suffisante, soit parce qu'ils n'ont pas le sens du service de leur projet suffisant, parce qu'ils ont ces blocages. Donc un grand travail précédent qui précède la faculté de faire quelque chose, c'est la préparation. Or, la majorité des individus, par rapport à ce dont vous parlez, est actuellement un projet et une fonction ou une place responsable dans le cadre de cette école. C'est ça ce dont vous parlez. Eh bien, il faut ces qualités-là. Par exemple, quelqu'un de contrephobique, on ne peut pas ou quelqu'un qui est réactif, oui, on ne peut pas lui proposer de faire quelque chose. D'une part. Et d'autre part, il y a la majorité de ceux qui savent qu'ils ont déjà toutes sortes de projets dans leur vie normale et que ça suffit à remplir leur vie, et ils suivent simplement ce chemin comme un chemin intérieur qui les fait avancer, et tout aussi bien, vers leur essence dans le cadre de cette vie plus extérieure. C'est ça la réponse. Vous voyez, souvent, vraiment souvent, des gens m'écrivent ou essayent de me parler en me disant « Moi, j'aimerais bien participer davantage aux activités de cette école. J'en ai vu l'importance et j'ai de l'énergie, j'ai du temps et j'ai l'intelligence et le cœur suffisant pour participer. » Ça semble bien, non? Quelqu'un vient et propose. Vous savez ce que je fais toujours? Je me mets un peu à la place du karma. Et je pense, prouve-le. Et quand je l'ai vu, sans lui demander quoi que ce soit, dans le cadre de cette école, nous ne demandons jamais quelque chose à qui que ce soit. Sauf lorsque vraiment, avec force et volonté, il le réclame. À la condition précédente, qu'il ait prouvé qu'il a suffisamment de mouvement, d'initiative personnelle pour déjà prendre une place. Parce que dans le cadre de tout le travail que nous faisons pour la majorité de vous qui venez de loin, et certains au loin font aussi ce travail, mais dans ce cadre-là, il y en a un certain nombre qui sont très engagés, et nous sommes vraiment ceux qui ont pris des responsabilités et qui travaillent pour que nous puissions vous accueillir, pour faire les cours, etc. Et tous ceux qui travaillent dans tous ces domaines-là, ils sont tous débordés, sont tous au taquet. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui, malgré cette espèce de désir de très nombreuses personnes qui m'ont dit « j'aimerais participer à quelque chose », malgré leur désir, ils n'ont pas montré une espèce d'initiative et de volonté plus personnelle pour y arriver. Et donc, nous autres, nous restons débordés par le travail et les autres restent avec leur, non pas volonté,
de prendre une place, mais velléité qui ne se réalise pas. Encore récemment, excusez-moi, je recevais une lettre de quelqu'un qui me disait moi j'ai compris que c'était important d'être tout près de l'école. Je suis pas sûr que ce soit important, déjà. Je pense que je connais certains de mes élèves qui habitent très loin, sont réellement sur le chemin et excellemment sur le chemin. Donc la proximité ne veut rien dire. Certains sont très près et sont d'une médiocrité vraiment à toute épreuve. Et c'est pas comme ça qu'on dit? Non, mais ça ressemble à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il m'écrivait qu'il avait compris ça, donc il avait déjà compris quelque chose de faux, et en même temps, il voulait donc venir tout près d'ici et se mettre au service de l'école. Alors, évidemment, nous lui avons répondu non, reste chez toi, fais ton chemin, dans ta profession, dans ta famille, dans ton milieu social. Voilà la première réponse. Fais quelque chose là où tu es. Peut-être qu'un jour il pourra venir, mais il faut qu'il ait réalisé une partie de son chemin et qu'il l'ait incarné dans sa profession, dans sa famille, dans son milieu social. Après, il peut s'approcher, peut-être. Et en même temps, pour que quelqu'un puisse venir nous aider, même dans le travail, il faut qu'il ait vu un espace où nous sommes débordés. Et pour l'espace pour lequel il a des qualités aussi, ou bien il acquiert, on peut développer ses talents. Ça, c'est globalement la situation qui est la nôtre. Je vous écoute. On a choisi sa vie, est-ce qu'on choisit sa mort aussi? Oui, bien sûr, de la même façon. C'est toujours la manière dont les choses se passent, la manière intérieure dont les choses se passent qui est très différente selon les uns ou les autres. Et un certain nombre choisissent leur mort, décident de leur mort, de la façon dont ils vont mourir et du moment. C'est la majorité. Christine, est-ce que les prémonitions qu'on peut avoir dans la vie sont en lien avec son projet de vie? Parce qu'il m'arrive parfois d'avoir pas des visions, mais est-ce que je ne sais pas si c'est en relation avec ma logique? Par exemple, non, pas du tout avec ta logique, mais c'est tout à fait en relation avec le fait que tout est écrit déjà. Voilà. Et parfois, il y a une espèce de prémonition, les gens appellent ça prémonition, intuition. Oui. Et le fait de voir ces choses-là, est-ce que ça n'en rajoute pas? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'y met pas aussi une certaine intention? Il faut que tu m'expliques. Bon, je travaille avec mon mari. Mon mari prend parfois des décisions sans me consulter. Bon, ça, c'est pas... Comme un homme, normal, oui. Si un homme parlait, je dirais comme les femmes, normal. Oui. Et parfois, je pense que d'emblée, il prend pas de bonnes décisions et je lui dis, voilà ce qu'il va arriver. Et je le précise je donne quand même certains détails. Et au bout d'un moment, il finit par me dire que je porte la poisse parce qu'à force de... Mais oui, c'est ça le problème. Non, votre prémonition a été juste, mais lui, comme il ne croit pas, comme il a un schéma de pensée qui le limite complètement dans ce qui est simplement logique, il va tomber dans l'inverse de sa logique. À un moment donné, il va devenir superstitieux, mais négativement. Et la plupart des gens qui se disent raisonnables et logiques tombent toujours dans ce qu'on appelle la superstition négative. Oui, c'est-à-dire que il va vous traiter de personnes superstitieuses, vous avez des prémonitions, des intuitions, voyez, et il ne croit pas à ça parce que lui, il est raisonnable et logique. Et quand on se réalise ce que vous avez vu, il dit que vous portez la poisse, avec sa raison et sa logique. Vous comprenez la stupidité des hommes en général ? Non, de ceux qui se disent logiques et raisonnables, pour une raison très simple. Dans la pensée logique et raisonnable, toutes les théories sont acceptables et possibles. C'est la raison pour laquelle on peut constamment manipuler la raison et la logique. Oui, et les gens raisonnables et logiques fonctionnent de cette façon sans s'en rendre compte, parce que ça, c'est la logique de la pensée. C'est une chose et son contraire.
comme ça arrange la logique du moment. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? J'essaie de lui dire que c'est bien de prendre des décisions parfois à deux, parce que chacun apporte sa vision des choses et son expérience. Me dit parfois que j'ai un petit peu raison, oui, mais continue à faire pareil. Mais je pense parce que vous battez sur un faux terrain, vous battez sur le même terrain que lui. Vous êtes une femme, vous devriez être un peu plus rusée. Vous voyez, hier, je vous ai fait un petit jeu, un petit exercice. Je vous ai demandé de comparer la longueur de vos doigts. Oui, vous vous souvenez de ça ? Oui. Et ensuite de lever la main qui avait les doigts les plus courts et de vous concentrer sur une pensée, une intention. Les doigts deviennent plus longs. Cet exercice fonctionne toujours, sans exception, sauf quand vous avez une intention plus forte. Mon intention, quand je fais quelque chose, je décide de faire ce que je fais. Donc je me concentre sur ce que je fais, mes doigts deviennent plus longs, mes doigts s'allongent. Et je vous ai expliqué ensuite comment ça fonctionnait. De l'énergie est amenée là, les doigts, les articulations, les muscles, les tendons, tout ça se détend. Et effectivement, parce que cette énergie permet de créer des espaces, les doigts deviennent plus longs. Ensuite, ils retrouvent leur tension habituelle et normale qui est différente pour chacun. Voilà comment ça se passe. Bien. Chez ceux chez qui ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Hamid, par exemple. Où il est ? Voilà. Hamid, il est, tiens, comme ça. Il lève la main et je lui dis, tes doigts deviennent plus longs. Et Hamid dit, oh, c'est pas possible, ça. Les doigts ne peuvent pas s'allonger comme ça. Comment ça peut se faire, ça ? C'est-à-dire qu'en réalité, un blocage, ce que moi j'appelle un blocage, se met en place, ou bien tout simplement, d'autres pensées viennent. Et ces pensées, cette intention-là, est plus forte que la première. Les doigts deviennent plus longs. Non, comment c'est possible ? Le doute se met en place, voyez ? Et le doute devient une forte intention. Elle se réalise. Donc, tu as toutes ces personnes-là qui sont entrées consciemment dans leur mental de cette façon-là, dans le doute, ou de façon plus inconsciente, parce qu'ils ont habituellement des blocages de ce type, eh bien, chez eux, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne ce qui est leur intention. L'intention fonctionne toujours si elle a suffisamment d'intensité et si elle n'est pas bloquée par une autre plus forte. C'est comme ça. Oui. Ce matin, on faisait une répétition, danse avec l'orchestre. Et puis, il y avait à un moment donné pas mal d'agitation. Et là, je me suis dit, j'ai pensé à votre phrase de la veille, mon but est clair, je le réalise maintenant. Et là, j'ai dit, comment veux-tu que je réalise mon but, là, maintenant, comme ça ? Attends, vous voyez, je crois que cette question-là, comme elle la formule jusqu'à cet endroit-là, montre l'incompréhension de ce que j'ai dit. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans cette même incompréhension. Si on arrête la question à cet endroit-là. J'avais un projet, là, un but, c'est de répéter les danses. Et puis il y a tellement d'agitation. Donc la question est, comment veux-tu que je réalise mon projet ? Mais non. Ce qu'il y a à réaliser, c'est face à cette situation. Qu'est-ce que je fais face à cette situation ? Pas comment je réussis à danser quand même et à m'entraîner. C'est que me dit la vie à cet endroit-là, ici et maintenant ? Et comment est-ce que je vais me comporter ? Est-ce que je vais m'agiter comme les autres ? Est-ce que je vais commencer à considérer intérieurement, à m'énerver, à me mettre en colère ou à déprimer devant ce chaos ? Ou est-ce que je vais rester moi dans cette espèce d'immobilité intérieure, dans cette force, dans cette droiture, et être un axe autour duquel peut-être les autres vont pouvoir retrouver à nouveau un peu d'équilibre ou de calme ? C'est ça le projet du moment, c'est ça le but du moment. Tu comprends ?
Ce que j'ai fait, en fait, Voilà, je me suis la dit, suite. mon but n'est pas clair en mots, mais j'ai une image qui vient. Oui. Et cette image, elle m'apaise, et donc je prends cette image. Et elle me redresse, et pendant un moment, j'ai dansé avec cette image intérieure. Et l'ambiance change. Et ma question, c'est, est-ce qu'à petit à petit, mon but sera plus clair, et moi, je m'appuie sur cette Maintenant, image. tu vois, tu es passé à côté de la perception de ce qu'était vraiment ton karma du moment, ton but suivant, ton pas suivant, ce qui était face à toi, c'était cette agitation. Et face à cette agitation sur laquelle tu n'avais pas d'emprise directe, tu pouvais faire quelque chose quand même. Et ce quand même, c'était te rappeler que ton pas suivant, c'était de décider, ou bien tu deviens ordinaire et agité, ou bien tu essayes de rester dans cette droiture, de trouver cette paix, qui est ton but à ce moment-là, le but le plus proche. C'est ça vraiment le pas suivant. Accepter, ça signifie accepter le pas suivant. Ensuite, et c'est ça la chose essentielle, si on est dans un projet extérieur comme ça, de réaliser quelque chose avec d'autres, que le projet aboutisse bien, totalement, partiellement, bien ou pas du tout, ça, ce n'est pas entre vos mains, c'est entre les mains du destin et du karma. Mais ce qui est entre vos mains, et là où vous pouvez vous sortir justement de ce poids du karma qui crée cette situation, c'est quand vous vous rappelez vous-même, quand vous vous redressez, et quand vous décidez du pas suivant. Quand vous adoptez une attitude au meilleur niveau de vous-même, quand vous décidez d'une attitude d'excellence, ça c'est le pas suivant. Que ça marche après ou pas, c'est un karma plus large. Donc, notre travail, notre chemin et comment accéder à notre essence, c'est il faut que je puise dans mes ressources, il faut que je me rappelle moi-même, il faut que je me centre un instant, et là je peux entrer en contact avec cette essence, avec le temps. Et comment ça va se passer à l'extérieur? Le résultat donc, je le remets entre les mains du destin. Mais moi je fais de mon mieux. Mais je ne suis pas dépendant du résultat. Par rapport à l'acceptation et surtout par rapport à l'attitude d'excellence, je fais au mieux de ce que je peux, il y a un corollaire évidemment, détaché du résultat. Et la difficulté pour presque tout le monde, c'est ça, c'est attaché au résultat. Il y en a qui arrivent à se dire, bon, il faut faire ce travail, donc ils arrivent à être à un meilleur niveau d'eux-mêmes, ils se rappellent eux-mêmes, ils sont à un meilleur niveau d'eux-mêmes, et dans beaucoup de domaines de la vie, ou dans tous même, mais ils attendent toujours un résultat. Ils attendent toujours une récompense. Ils attendent la réussite. C'est comme si rien n'avait été fait. Parce que l'acceptation et le travail sur un niveau d'excellence, qu'on appelle le chemin des maîtres, il est détaché des résultats. Tu comprends un peu ? Je comprends qu'en fait, tout se passe là maintenant, et moi je cherche un but, le but de ma vie. Et Tu sais comment le but de ta vie, c'est maintenant. C'est le pas suivant. Et le pas suivant. Et maintenant, dans la vie, on se fixe, dans votre vie, il est absolument essentiel de vous fixer des objectifs. On fixe un objectif. Après, on oublie l'objectif pour s'atteler au travail, pour faire les pas qui y mènent. Sinon, on ne fait que rêver à l'objectif, et l'énergie va dans le rêve de l'objectif, et l'objectif devient comme l'horizon. Tu vois, on le voit, on se dit, on pourrait bien aller là-bas à l'horizon. Et plus vous avancez, qu'est-ce qui se passe avec l'horizon ? Il s'éloigne toujours plus. Il reste au même endroit, quoi.
à même distance, parce que l'horizon recule, c'est impossible. Oui? Et donc mon image, c'est pas un rêve, ça, c'est... Je ne sais pas, je ne connais pas ton image. Mhm. L'important, c'est de se fixer des objectifs réalistes et ensuite de faire le travail pour y aller. Et le travail, c'est d'instant en instant. C'est d'instant en instant. La plupart des individus n'arrivent pas d'instant en instant. Donc, ils peuvent faire de situation en situation, de rencontre en rencontre. Vous n'arrivez pas à être présent constamment. Mais vous pouvez un jour avoir cette discipline de vous dire, dans cette situation, je vais être au meilleur niveau de moi-même. Dans cette rencontre, je vais être au meilleur niveau de moi-même. On peut porter ça chaque fois à nouveau, chaque fois à nouveau. Si vous pensez que le beau se résume, que le spirituel se résume au beau et au sentiment que le beau vous fait éprouver, donc le sentiment de la beauté, si vous pensez que ça se résume à ça, à ce moment-là, vous êtes dans l'illusion. Par contre, si vous savez que c'est une des parties du spirituel, c'est juste. Le beau que j'ai pour l'instant, il sépare encore. Parce que hier, après l'exercice des 2 mains, il m'est apparu que toute cette énergie d'intention que je mets dans ce beau spirituel en confusion, c'est comme un cercle vicieux en fait. Plus je veux le beau et plus il y a de lait. C'est normal. Quand on est dans la fragmentation, on est sous l'influence de cette loi qu'on appelle la loi du pendule, c'est-à-dire qu'on va dans une direction et nécessairement, parce qu'on n'a pas inclus quelque chose, plutôt parce qu'on a exclu le lait, parce qu'on n'a pas compris la nature du beau et du lait, à ce moment-là, le pendule va dans l'autre sens et vous allez être d'autant plus sensible d'abord au lait. Beaucoup de gens qui sont fixés sur la beauté et qui ont la recherche de la beauté, leur vie est évidemment gâchée par la laideur. Oui, et c'est normal, parce qu'ils réduisent un grand principe spirituel, qui est le principe de la formation de toute chose, qui est le principe de la beauté, ils le réduisent à un niveau inférieur, oubliant que la beauté, la force de la beauté a non seulement formé ce que vous reconnaissez comme la beauté au niveau inférieur, au niveau humain, oui, mais a également formé tout ce que vous croyez être la laideur. Et donc vous séparez les deux et le désir de l'un va entraîner la venue de l'autre. Merci. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre ce qu'est la beauté, il est nécessaire d'arriver, d'avoir ce sens critique, par exemple, qui est différent selon chacun de ce qui est beau et de ce qui l'est moins, et ensuite d'arriver à se positionner au-dessus, de prendre cette distance au-dessus. Et soudain, on remarque qu'en fait, la beauté et la laideur ont la même source, qui est la force de la beauté, qui est un élément supérieur. Vous voulez souffrir, attendez et recherchez toujours les résultats. Oui. Vous voulez trouver une forme de force plus grande encore et de sérénité, même pour des gens qui sont actifs, qui réussissent beaucoup de choses dans la vie. Vous voulez trouver plus de paix, de sérénité et de force. Concentrez-vous absolument sur le pas suivant, sur ce que vous êtes en train de faire. Faites-le au mieux de ce que vous pouvez. Soyez au meilleur niveau de vous-même. Et mettez toute votre énergie à ça. Et après ça, reposez-vous et regardez la vie, le destin, le karma pour voir ce qui va vous amener par rapport au travail que vous avez fait. Et s'il n'y a pas de résultat, dites-vous, tiens, ça c'est quelque chose qu'il faut que je compense. Et si vous êtes déjà dans l'état précédent, celui du détachement par rapport au résultat, ça passera encore plus facilement. Et surtout, l'autre aspect, ça signifiera que vous avez compris quelque chose, vous avez compris la leçon karmique. Vous avez compris la leçon du destin. Il va encore vous mettre à l'épreuve l'une ou l'autre fois, mais pas très souvent. Pour l'instant, il me met encore beaucoup. Oui, parce que vous n'êtes pas dans l'état que j'ai décrit. Parce que je me rends compte justement que cette incapacité à lâcher prise génère des émotions négatives. Oui. Et dans ces émotions négatives, je me dis, faut que je sois au meilleur niveau. Et je dis des choses, je fais des choses que je ne voudrais pas faire. Et... C'est pas la pensée qui nous met au meilleur niveau.
c'est l'action qui nous met au meilleur niveau de nous-mêmes. Ce que vous pensez de toutes ces choses n'a aucune importance. Vous voyez, la pensée est vraiment un outil technique. La pensée est un outil technique, même pas psychologique en réalité. Bien que tous les psychologues, bon, il y en a beaucoup ici, je le sais, ne leur dites pas ça. Elle est un outil technique, absolument technique. Et si vous l'utilisez pour autre chose, ça va dysfonctionner. Ça va créer des dysfonctionnements dans le monde ou pour vous-même. C'est comme ça. C'est la nature de la pensée. Elle veut ça. Et il faut comprendre vraiment la nature de la pensée pour pouvoir l'utiliser à sa place juste. Le langage, les paroles des gens, le langage, la parole appartient au centre du mouvement. Vous voyez, la parole appartient au centre du mouvement. Mais c'est toujours un mouvement en germe. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement réalisé. C'est un mouvement qui peut se réaliser. Donc quand quelqu'un parle, il est dans le centre du mouvement, il est animé par ce qu'on appelle la force de la volonté. Quand quelqu'un parle, c'est la force de la volonté qui l'anime. Mais en germe, il est possible que ça ne se fasse jamais. Donc l'essentiel n'est pas du tout ce qu'on dit, l'essentiel est réellement ce qu'on incarne. Mais la raison pour laquelle beaucoup de techniques d'échange, vous voyez, de dialogue, de psychothérapie, où on parle beaucoup, beaucoup de gens aiment ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment la force d'incarner, de réaliser, de créer. À ce moment-là, le centre du mouvement, qui est celui de la parole, aussi, est comme un succédané de la création et de la réalisation. Et ainsi, on peut parler pendant 20 ans. Mais l'énergie va à ce moment-là à la parole et pas à la réalisation et à l'incarnation des choses. Pour quelqu'un qui est en chemin, il y a une chose essentielle. Plus il est réellement en chemin, plus il crée ces moments de rappel, ces moments de présence, ces moments de méditation réelle. Plus il crée ces moments, plus il crée un espace qui recule le moment de la mort. Et plus il a de chances encore de continuer à se réaliser, à évoluer spirituellement. Il y a ces aspects-là aussi, par rapport à la mort. Normalement, la mort doit arriver quand tout ce qui a été prévu pour cette vie est réalisé. Et on repousse la mort un peu plus loin parce qu'on a introduit des forces d'évolution encore plus grandes dans cette vie. Ça, c'est le mouvement de l'incarnation. Ce qui, évidemment, vous comprenez bien que ça, c'est absolument en contradiction avec le fait que la date de la mort est prévue. Vous avez bien compris ça. Oui, mais pourquoi ? Parce que je m'adresse à vous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur un chemin intérieur et un chemin spirituel, et ça, c'est une façon de se sortir de la vie organique, de la vie terrestre organique, du monde des plantes, des animaux et de la plupart des humains. Celui qui est en chemin spirituel se situe à un autre niveau que ceux qui ne se situent pas sur un chemin. En tout cas, ils peuvent. Beaucoup le font pas en réalité, même prétendant être sur un chemin. Et à ce moment-là, on ne peut plus raisonner de la même façon. Il y a des éléments qui changent. La plupart des questions qui sont posées, mais à nouveau un problème, certains vont arrêter de poser des questions si je dis ça, mais continuez à poser vos questions puisque grâce à vos questions nous pouvons avancer. Mais il est évident que la plupart, pas toutes les questions, on va dire la moitié des questions, partent simplement de la pensée formatrice, ce qu'on appelle dans la 4e voie l'appareil formateur, c'est-à-dire que ce sont des questions qui sont simplement intellectuelles et qui ne peuvent pas nous amener ailleurs. C'est la raison pour laquelle je ne réponds pas à ce niveau-là. Souvent, ce sont des questions, vous avez dû remarquer que, non pas que j'élude, mais certains, en écoutant ça, parce qu'ils sont suffisamment intellectuels, ils se disent voilà la question qui est posée, voilà la réponse qu'ils donnent, ça n'a rien à voir.
Oui. C'est pas tout à fait juste, ça a certainement à voir, mais ça a à voir dans cette position qui est extrêmement importante de comprendre un jour, que vous pouvez, à des questions théoriques, vous pouvez répondre au niveau théorique. Et souvent, il est nécessaire de faire ça. Mais si vous transmettez un enseignement spirituel, si vous vous contentez de répondre seulement au niveau où les questions sont posées, vous ne passez jamais au niveau spirituel. Le niveau spirituel n'est pas un niveau théorique. Il inclut le théorique, mais c'est un métaniveau. Il se place au-dessus et il englobe ce qui est simplement théorique. Il englobe même les questions les plus du niveau le plus matériel, du niveau le plus théorique, du niveau le plus de la pensée associative et mécanique. Tout ça est inclus, mais il est clair que c'est ça ce que vous entendez. Et c'est ça la différence que vous entendez. C'est la raison pour laquelle parfois je dis qu'il n'est pas tellement important de suivre tout ce que je raconte et pas même de le comprendre tout de suite. Il est peut-être important de l'avoir entendu et d'avoir entendu ce dont ces paroles sont porteuses. C'est peut-être plus important. Vous voyez, tout à l'heure, je venais de vous dire que l'important n'est pas cette logique, simplement, cette logique de la pensée théorique. Mais quelqu'un qui s'intéresse aux choses spirituelles et qui a comme but, ou qui a comme fonction, ou comme profession de devoir le transmettre, il est nécessaire qu'il passe aussi à une certaine maîtrise de l'outil intellectuel et de l'outil de la pensée, parce qu'il sait qu'à un endroit, cet outil est extrêmement important, pas seulement au niveau de la transmission intellectuelle, mais il est vrai que l'outil de la pensée et sa dégradation, qui est la parole ensuite, est important aussi au niveau relationnel et au niveau psychologique ordinaire de la plupart de tous les humains, en réalité pas de la plupart de tous les êtres humains. Cette nécessité d'entrer dans le champ relationnel oblige à utiliser de façon la plus juste possible la parole aussi, la pensée et la parole. Et équilibrer les trois centres, dans ce cadre-là, ça signifie être capable de valoriser sa propre spiritualité, pas celle des autres, la sienne, sa propre spiritualité, c'est-à-dire sa propre essence, la valoriser suffisamment les pensées de nature supérieure ou de nature tout à fait banale pour y arriver, et valoriser également la parole qui est capable de l'exprimer sous forme de questions ou de réponses. Ça, c'est à nouveau aligner les trois centres. Et lorsqu'on arrive à réunir tout ça, on peut raisonner au véritable niveau supérieur. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Des questions ou des commentaires sur cette journée? Question du bas. Oui. Oui, la question qui m'est venue, c'est avec quel niveau de détail a-t-on décidé ce que nous vivons dans cette vie, et suivi de, dans ce cas-là, si tout est prévu dans le détail, où est l'espace de création de quelque chose de nouveau? Tout est projeté dans le détail, dans le plus infime détail. Et le nouveau ne peut se révéler que là ou après que tu te sois confronté à cet infime détail ou à cette rencontre ou à cette situation à un niveau d'excellence. À partir du moment où donc on a réussi à relier sa personnalité à son essence, l'élément karmique contenu dans une situation, dans une rencontre, cet élément karmique se dissout et il crée un espace pour quelque chose de nouveau. C'est évidemment un tout petit peu plus compliqué que ça encore, mais pour l'expliquer, il nous faudrait entrer dans le détail des 12 voies du karma.
et comment elles peuvent se chevaucher et s'entrelacer les unes les autres. Et on va éviter ça au cours de ce stage. Dans la perspective où on choisit sa vie et on choisit le projet de sa vie, comment est-ce qu'on peut comprendre ses traits de caractère, tout son karma intérieur d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut comprendre toutes les années pendant lesquelles on n'a pas cherché à réaliser le projet de sa vie, et peut-être les années maintenant où on continue à ne pas réaliser le projet de sa vie. Non, vous vous trompez. Toutes ces années sont le projet de votre vie. Et jusqu'à ce qu'on rencontre le chemin, non pas jusqu'à ce qu'on rencontre seulement le chemin, mais jusqu'à ce qu'on commence réellement à être sur le chemin, à appliquer la sadhana, ce que nous appelons le travail. À partir de ce moment-là, il est possible de commencer à être réellement créatif au-delà du projet de sa vie. Mais auparavant, tout ça n'est que compensation karmique. Que nous avons décidé donc. Oui. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, mais je sais que beaucoup de gens m'ont dit dans le passé déjà, quand je serai un peu plus libre de mes activités professionnelles, de mes enfants, de ma femme ou de mon époux, ou de choses comme ça, ou d'être comme ça, je pourrais vraiment me mettre intensément en chemin. Jamais. Le chemin, le vrai chemin, c'est ici et maintenant. Et à ce moment-là, dès qu'on comprend ça, toutes les questions que je n'ai pas comprises, que vous avez posées, tombent. Question du bas. Oui, en bas. Oui, encore Maya. En discutant avec Hubert tout à l'heure, je me disais que si on est auprès de vous pour cette vie-ci, c'est qu'on a peut-être choisi des conditions particulières pour évoluer plus vite. Est-ce que ça signifierait que, puisque nous sommes en même temps des nantis, que nous avons compensé la plus grande partie de notre karma, puisque nous sommes quand même dans des situations privilégiées par rapport à la plupart des êtres humains? Je parle en dehors du fait que nous soyons près de vous, dans nos vies ordinaires. Bon, je dois être un peu obtus aujourd'hui. Je n'ai pas tout à fait compris la question, mais il est évident que nous tous, nous sommes des nantis. Nous vivons dans une société de nantis. Ça va peut-être pas durer encore très longtemps, mais nous sommes actuellement dans une société de nantis en Occident, pour la plupart d'entre nous. Et nous vivons comme des nantis. Même lorsque nous avons des difficultés, nous restons des nantis par rapport à la majorité des êtres humains sur ce globe. Et selon l'explication bouddhiste, par exemple, ça signifie que nous avons accumulé, au moins dans le domaine de l'action, dans le domaine du service, nous avons accumulé des mérites qui nous reviennent en nous permettant d'être dans cette situation de nanti, oui. Et si on continue à raisonner de cette façon-là, on peut se dire que si on ne profite pas de cette situation de nanti pour être au service et pour aider les autres, ça va mal finir. Les personnes qui rencontrent comme nous un maître au cours de leur vie, est-ce qu'ils ont rencontré déjà des maîtres au cours de vie précédentes? Est-ce que c'est quelque chose qui suit? Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup, ça. Je pense que l'important, c'est la rencontre de tous ceux qu'on rencontre. Vous voyez, si vous avez bien compris l'idée du projet d'une vie, qui que ce soit que vous rencontriez, et quoi que ce soit comme situation extérieure que vous rencontriez, c'est vraiment votre vie. Et là, faites de votre mieux. Ça, c'est la manière d'évoluer, d'arriver à vous réaliser et peut-être d'arriver à ce qu'on appelle l'éveil. À vous-même. En systémie, lorsqu'il y a une personne qui est intriquée avec un ancêtre, on dit tout le monde sait ce que ça veut dire être intriqué avec un ancêtre. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire? Ici, tout le monde sait, en bas aussi. Oui.
On dit qu'elle ne vit pas réellement sa vie. On dit qu'elle ne vit pas réellement sa vie. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas réaliser le projet de sa vie qui était décidé avant? Oui. Oui. Donc ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un aspect de ce problème systémique fait partie du projet de sa vie. Et il est absolument important de s'en libérer. Est-ce que le fait d'exprimer les talents que l'on a nous permet d'être en contact avec sa propre mission? Nous allons y venir. Mais déjà, la différence entre l'expression, la manifestation de ces dons innés qui ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à être mis en œuvre, et qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour pouvoir accéder à son essence, puisque c'est un potentiel qui est contenu dans l'essence et qui a besoin d'être exprimé. Pour les talents, on dit qu'ils sont acquis, c'est-à-dire que ce sont des facultés qu'on acquiert au cours de la vie, un savoir-faire qu'on acquiert. Il est nécessaire aussi de l'exprimer et pas de le laisser en friche. Ce qu'on a reçu, il faut le développer, à la fois par reconnaissance pour ceux qui l'ont transmis et en même temps comme un don à ceux qui peuvent être prêts à le recevoir. En ce qui concerne la mission, il s'agit tout à fait autre chose. Talent et don font partie d'une espèce de flux extrêmement positif de la vie. Je n'ai pas parlé du tout de la mission encore. J'ai dû vaguement aborder l'idée de la leçon de cette vie. Quelle est la leçon de cette vie? La mission est quelque chose de totalement différent. Donc j'imagine que vous vouliez parler de la leçon de cette vie. Qu'est-ce que j'ai réellement à apprendre dans cette vie? Et la mission s'adresse uniquement à quelques-uns. On y reviendra un peu plus tard. Oui. Un jour, vous avez parlé de trahir. Est-ce que ne pas assumer sa leçon ou sa mission, c'est ça, trahir? Je ne sais pas ce que j'ai pu dire de trahir, à propos de trahir, mais on peut ne pas apprendre sa leçon. Ce sont ces leçons, il y a beaucoup de leçons à apprendre, mais c'est remis à un peu plus tard en pire, en plus difficile. Et certains s'en relèvent parfois et d'autres suivent un chemin qui se dégrade. Pourquoi on ne se rappelle pas de son projet de vie? Je m'en rappelle bien, moi. Pourquoi vous ne vous en rappelez pas? Parce que je vais avoir des blocages qui... Oui. C'est tous ces blocages qu'il faut enlever pour pouvoir s'en rappeler. Vous voyez, il y a deux types de questions. Celle que vous venez de poser, pourquoi? Pourquoi on ne s'en rappelle pas? Ça, c'est la question qui conduit à ne jamais résoudre un problème. La question pourquoi est la question qui permet de conserver un problème. Je vais vous expliquer comment je fonctionne moi. Quand j'ai un problème, je me dis comment est-ce que je vais le résoudre? Quelle solution mettre en œuvre? Et quand je mets en œuvre les solutions, je regarde en arrière et je comprends le problème. Et en même temps, le problème n'existe plus. Par contre, la question, comment mettre en œuvre les solutions, quelles sont les solutions ou quelle est la solution, permet non seulement de sortir du problème, mais également de le comprendre. La question pourquoi
nous enferme dans les problèmes. Et la majorité des gens sont enferrés dans leurs problèmes et n'arrivent pas à s'en libérer, n'arrivent pas à les dépasser parce qu'ils se disent « mais pourquoi ?» Ils regardent toujours le passé « mais pourquoi ?» Et leur orientation est toujours vers le passé. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de qui ? Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a constamment une recherche de quelque chose d'extérieur à soi. Un responsable, la vie, les situations, les autres, mon père, ma mère, Dieu le Père, Dieu le Fils et le frère, tout cela. Il y a toujours un autre responsable. La recherche de la solution ne tient pas compte de ça. Elle s'oriente directement vers la dissolution. Solution, c'est dissolution du problème, et il n'existe plus. Et pourtant, pour que ça se passe comme ça, il y a une compréhension intellectuelle aussi. Donc, si vous mettez en œuvre ce que je vous propose de faire, non seulement vous allez entrer dans cette dynamique de compréhension différente de toutes les situations de votre vie et de votre vie, mais en même temps de dissolution des problèmes et de compréhension de pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas. Bon, les réponses théoriques faciles sont évidemment, vous vivez dans votre personnalité, vous êtes identifié à votre personnalité, ce qu'on appelle la personnalité, c'est le masque, c'est persona. Vous êtes identifié à ça, ce masque est quelque chose de superficiel, comme tout masque, il ne peut pas être en contact avec la profondeur de votre être. Et la profondeur de votre être, c'est votre essence. Dès que vous entrez en contact réel avec votre essence, vous savez pourquoi la personnalité, ce masque superficiel, ne pouvait pas savoir, ne peut pas savoir. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de votre projet. Votre vie est votre projet. Le prochain pas, c'était votre projet et c'est votre projet. La prochaine rencontre, c'est votre projet. La prochaine situation, c'est votre projet. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Vous n'avez pas besoin d'aller inventer un projet. Votre vie est le projet même. Il est l'incarnation de votre projet. Et maintenant, c'est l'état d'esprit et l'esprit avec lequel vous avancez dans ça. Cette présence à la vie telle qu'elle se présente, à l'autre tel qu'il se présente. Avec tout ce qui se passe, avec ce que j'ai appelé votre karma intérieur, avec toute votre réactivité positive ou négative face à l'autre et à la situation. Ça fait partie de ça. Et chaque instant vous met face à ça. Et le véritable travail, ce que nous appelons le travail, c'est ça. C'est cette présence, ce rappel de soi, ce rappel de son projet ou de sa vie, tout simplement du sens de sa vie, ou d'un aspect du sens de sa vie, dans chaque moment, dans chaque nouvelle rencontre, dans chaque nouvelle situation. L'autre qui avance vers toi, il est ton projet. Il fait partie de ça. Il va te permettre de le réaliser. La situation qui se crée, elle est ton projet. Elle va te permettre de te réaliser, à condition d'être dans l'état d'esprit juste. Je pose l'intention d'avoir le courage et la force pour avancer avec mon destin. Est-ce que cette qualité, avoir le courage, c'est nécessaire ou c'est plus l'acceptation? Pour pouvoir être dans l'acceptation, il faut le courage. Vous avez cité deux choses qui sont vraiment très importantes. Il y a d'une part le courage. Les gens qui n'ont pas le courage n'avancent pas. Ils restent dans une espèce de banalité. Ce matin, j'ai dit médiocrité, mais dans une espèce de banalité qui ne permet pas d'avancer. Et vous avez parlé de l'intention. Enea a parlé dans son entretien d'introduction de l'intention. Enea et moi, nous ne nous sommes pas concertés avant ce stage pour dire « Enea, tu vas parler de l'intention avant et moi, je vais raconter ceci ». Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait dire
Et personne ne savait ce dont j'allais parler au cours de ce stage. Mais à nouveau, lorsqu'on entre en résonance, vous voyez, lorsqu'on se pose et qu'on entre en résonance, eh bien, les choses se conjuguent naturellement. Et l'élément d'intention, ou plutôt on va faire comme ça. Est-ce que vous voulez faire un petit exercice avec moi? Bougez pas, ne bougez pas. Voyez, si vous regardez vos poignets, vous voyez que vous avez, comme moi, des rides aux poignets. Vous les voyez? Maintenant, regardez comment je vais faire. Regardez d'abord comment je fais et ensuite vous le faites aussi. Vous voyez, j'essaie d'aligner les deux premières rides qui sont les plus proches des mains, bien les aligner. Ensuite, je regarde mes mains et je regarde laquelle des deux est la plus longue. Chez la plupart des gens, c'est l'une ou l'autre qui est un tout petit peu plus longue et chez certains, elles ont la même longueur. Vous voulez faire ça? Chacun a repéré la main la plus longue. Oui? Bien. Ou ceux qui ont les deux mains de la même longueur, vous choisirez n'importe laquelle. Il faut aligner sur la ride, la première ride, pas autrement. Première ride. Oui? Parce qu'elle va nous servir de repère tout à l'heure. Bien. Et maintenant, la main la plus longue, vous la posez sur le nombril ou un tout petit peu sous le nombril, sur le tantienne inférieur. Oui, vous la posez là-dessus. Et la main la plus courte, vous la mettez en l'air comme ça. Et maintenant, il s'agit simplement de vous concentrer sur votre main qui est en l'air. Essayez de ressentir ce que vous sentez dans cette main, dont les doigts vont devenir plus longs. Non, restez avec ça. Si vous riez, vous n'allez pas pouvoir le faire. Concentrez-vous et pensez que les doigts de votre main en l'air vont devenir plus longs. Ils deviennent plus longs. Les doigts de votre main qui est en l'air s'allongent. Ces doigts qui tout à l'heure étaient plus courts s'allongent. Vous vous concentrez simplement sur les doigts de votre main qui est en l'air et ils s'allongent. Concentrez-vous dessus. Ils s'allongent, deviennent plus longs. Ils s'allongent. Ces doigts deviennent plus longs. C'est bon. Vous pouvez maintenant comparer. Eh oui, ceux qui ont fait correctement l'exercice, les doigts se sont allongés. Et maintenant, quand même, on va revenir un tout petit peu en arrière. Regardez maintenant votre main dont les doigts se sont allongés. Regardez uniquement cette main-là et dites-lui, les doigts retrouvent leur taille normale. Dites-lui, intérieurement, vous pouvez le dire, que les doigts retrouvent leur taille normale. Les doigts retrouvent leur taille normale. Et maintenant, comparez à nouveau. Bien. Si vous avez fait cet exercice avec moi, évidemment, c'est de la magie. Non. Vous savez ce que c'est? C'est la force de l'intention. Ceux qui ne l'ont pas fait correctement n'ont pas pu expérimenter ça. Ils pourront le faire quand ils seront tranquillement chez eux. Mais il vaut mieux faire attention quand on commence un exercice comme ça. On ne sait jamais jusqu'où ça va. La force de l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? L'intention, c'est un projet qu'on pose. C'est ça l'intention. C'est une pensée. C'est une pensée et un projet. Et si vous pensez une chose comme un projet, comme une intention, il y a un principe qui dit « là où va la pensée, va le qui, l'énergie ». Là où va la pensée, va l'énergie. Et si vous pensez à votre main, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, l'énergie, qui est une énergie qui circule en nous de façon constante et qui a constamment un seul but, de rééquilibrer tout notre système organique et tous nos autres niveaux d'être, émotionnel, la pensée, eh bien cette énergie, elle essaye de réguler ce qui est dans votre main.
Et qu'est-ce qu'elle fait avec votre main lorsqu'elle devient un peu plus longue? Elle fait une chose très simple. Elle va à un endroit, cette énergie, et elle détend cet endroit. Elle détend toutes les articulations des doigts. Et qu'est-ce qui se passe quand vos articulations sont moins tendues? Vos doigts semblent, pendant un moment, pas semblent, sont réellement pendant un moment un peu plus longs, jusqu'à ce que vous retrouviez votre état de tension habituel, et à ce moment-là, l'énergie circule à nouveau moins bien, et vos doigts retrouvent leur état habituel. C'est la force de l'intention. Et la force de l'intention, c'est aussi le projet de votre vie avant votre incarnation. À ce moment-là, l'intention est tellement plus forte encore pour qu'un être existe et qu'ensuite il vive pendant 50 ou 100 ans. Mais le principe de base, c'est que si vous posez correctement une intention, cette intention transforme n'importe quoi. Il suffit de l'intensité de l'intention. Bien que là, on n'a pas fait beaucoup d'efforts, on ne s'est pas relaxé profondément, on n'a pas fait une grande méditation, on a fait un jeu avec la main. Mais là où va l'intention, va l'énergie. Et à ce moment-là, cette énergie, elle devient, cette force, cette énergie devient votre aide parce que vous posez l'intention. Et pour ceux d'entre vous qui font la formation de Reiki Tao Te Chi avec moi, ils apprendront encore plus en profondeur comment on utilise cette énergie, comment on la fait circuler exactement où on veut, comment on veut, comme il en est besoin en fait. Et avec des effets évidemment, parfois qui paraissent miraculeux. Mais non, rien de miraculeux, c'est simplement là où va la pensée, là où va l'intention, va l'énergie. Et tout ce qui est possible se réalise alors. Il y a des choses qui sont impossibles. Mais beaucoup de choses qu'on croit impossibles peuvent se réaliser. Et sur le chemin, une chose qui est impossible normalement, c'est qu'un être humain ordinaire s'éveille, se réalise, se libère. C'est une impossibilité. Vous connaissez tous. Regardez un peu votre état émotionnel, intellectuel, de conditionnement, tout votre trait du caractère, vos défauts, vos émotions négatives, votre incapacité de rester dans le rappel de vous, de rester conscient plus de 35 secondes, etc. Vous voyez? Et comment arriver à l'éveil avec ça? Eh bien, une des clés, c'est la force de l'intention. L'intention. Cultiver l'intention, la répéter régulièrement. Régulièrement, ça signifie de façon rythmique, avoir des moments où on se le redit, et encore, et encore. Et ça contribue à réaliser ce qu'on pose comme intention ou à réaliser le projet qu'on a. Pour les uns, c'est tout simplement de trouver un équilibre dans la vie. Pour les autres, c'est de trouver un équilibre relationnel avec les autres et le monde. Pour d'autres, c'est vraiment la libération intérieure. Pour les autres, c'est la réalisation de leur être profond quand ils sont sur un chemin spirituel. Chacun a comme ça un projet plus conscient. Eh bien, il se réalise si vous posez votre intention avec assez de force. Une question du bas. Oui. Est-ce que nos projets sont les mêmes? Et si ces projets sont les mêmes, est-ce que le projet, ça veut dire c'est la réalisation de l'être humain? Non, notre projet, c'est notre vie. C'est la vie telle que vous l'avez menée jusqu'à aujourd'hui et telle que vous allez continuer à la mener. C'est ça votre projet. Mais le projet nous conduit vers quoi? Vers la réalisation ou bien vers... Non, vers la compensation. Normalement, votre projet vous conduit simplement vers la compensation de votre karma. Normalement, c'est comme ça. Et c'est justement là qu'on peut rajouter quelque chose par ce travail sur soi, par le chemin spirituel. C'est toute votre vie. C'est aussi bien tout ce qui est extérieur, c'est votre biographie. C'est toute votre vie, aussi bien tout ce qui est extérieur, les situations, les événements, les rencontres, que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous.
C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'en sortir de façon ordinaire de ça. Il est nécessaire d'entrer en contact avec l'un des véritables chemins, où on te dit ce qu'il est possible de faire, et où soudain tu t'éveilles à ta vie. Et là, il est possible de prendre de la distance par rapport à ce projet ou par rapport à cette vie, et d'y faire entrer une autre dimension encore, qui est cette évolution spirituelle au-delà du karma. Question du pas. Oui. Je voulais donner un exemple de projet. Par exemple, j'ai envie d'avoir au cours de ma vie une belle villa avec tout ce qu'il faut. Oui. Et je vais rencontrer beaucoup de problèmes. Écoute bien, le projet, ce que je fais entrer dans ta biographie ou ton projet de vie, c'est l'idée que tu as, que tu veux avoir ça. Et maintenant que tu es selon tes désirs ou que tu ne l'es pas, ça c'est ton projet de vie aussi. Mais ce qu'on appelle habituellement le projet, c'est un détail de la chose. Puisque la plupart des gens ont des projets qu'ils n'arrivent jamais à réaliser. Et puis il y a des projets qu'on arrive à réaliser. Ceux qu'on arrive à réaliser, ils sont inscrits dans notre biographie. Et ceux qu'on n'arrive pas à réaliser, ce qui est inscrit dans notre biographie, c'est qu'on ait ce type de projet qu'on n'arrivera pas à réaliser. Vous comprenez ? Si on a un projet et que le projet est de ne pas, qu'il ne se réalise pas, que faites-vous de la force de l'attention ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Si on met toute la force de l'attention dans la réalisation de ce projet, il ne se réalise quand même pas, c'est que la force de l'attention n'a pas fonctionné. Non, c'est pas ça. Généralement, les gens qui posent cette question sont des gens qui ont des projets et qui les mènent jamais à leur aboutissement. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne s'engagent pas suffisamment, ni intellectuellement, ni émotionnellement, ni physiquement. Ça, c'est une question qui naît de là. Mais demain, je vous donnerai une autre réponse encore. Mais retenez ça quand même. Hein. Il y a des gens qui nous racontent tout le temps, chez moi, ça ne marche jamais. Eh oui. Comme expérience, j'ai l'impression que ce sont des grandes douleurs, des grandes souffrances qui peuvent amener dans la vie. Pour moi, ça a été la rencontre avec le chemin. Donc à partir de souffrances et de douleurs. Et à partir de ce moment-là, je me dis, est-ce que le travail, est-ce que ça peut faire changer ces événements-là pour le futur ? C'est une des choses dont nous allons parler, oui. C'est qu'effectivement, de notre point de vue, il y a un grand principe qui dit que tu peux facilement remplacer la souffrance par l'effort. Vous voyez, tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est votre projet. Que votre personnalité soit surprise, ça c'est normal, parce que vous avez oublié votre projet. À l'incarnation, la plupart des individus, à quelques rares exceptions près, oublient. Ils entrent dans le sommeil de la vie. Et le chemin spirituel, c'est ça justement. Quelle est la nature des chemins spirituels ? C'est tout simplement un éveillé qui vient et qui dit « les êtres humains sont endormis ». Il n'y a pas besoin d'être éveillé pour le comprendre un jour. Hein. Mais parfois, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous peut-être, ont fait cette expérience. Quand soudain, ils entrent dans un état de conscience qui est proche de l'éveil, de ceux qui sont éveillés. Soudain, quand on regarde les autres et le monde, on voit qu'ils sont endormis, qu'ils sont complètement mécaniques, complètement prisonniers d'automatisme. Et malheureusement, cette perception passe très vite. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont vécu ça déjà. Mais ça, c'est l'état de l'éveillé. Il voit constamment l'être humain prisonnier de ses mécanismes, de ses conditionnements, mais vraiment, et comme des pantins, comme des mécaniques qui agissent simplement. Elles sont remontées et voilà, ça tourne comme ça. Et dans cet état-là, vous voyez aussi, quand quelqu'un est éveillé,
ou pas, soudain au milieu d'une foule, vous reconnaissez quelqu'un qui est éveillé ou qui est simplement dans le rappel de lui. Et il se distingue, il sort, il ressort de la foule. Je vous propose pendant quelques instants de fermer les yeux, de faire une très courte méditation avec moi. Fermer les yeux, ça signifie être un tout petit peu plus près de soi-même, tout en sachant que les autres sont autour de nous. Chant des oiseaux à l'extérieur, quelques bruits à l'intérieur. Mais nous pouvons être en nous-mêmes. Peut-être pendant un instant nous concentrer sur notre respiration et laisser la respiration se faire naturellement, à votre propre rythme. Chacun a son rythme tout à fait personnel d'inspire et d'expire. Et dans ce moment de tranquillité, je vous propose simplement d'entendre cette phrase que je vais dire et ensuite de l'emporter avec vous, peut-être pour le reste de cette journée, peut-être pour la nuit, de laisser résonner en vous. Cette phrase est: mon but est clair et je le réalise maintenant. Mon but est clair et je le réalise maintenant. Ô Fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour de l'éternité, l'éternité. Tu vis sur terre, mais ne sois pas de la terre. Tu vis parmi les mortels, mais toi sois un fils, mais toi sois un fils de l'immortel. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Ô Fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour de l'éternité, l'éternité. Tu vis sur terre, mais ne sois pas de la terre. Tu vis parmi les mortels, mais toi sois un fils,
toi sois un fils de l'immortel. Le temps t'achevant au fruit de la terre, mes recherches la rose de l'éternité. Le temps t'achevant au fruit de la terre, mes recherches la rose d'éternité. Ô fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour